Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation. Je te propose mon site internet, le compte Instagram norain.noflower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norainnoflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison. Hello, je suis super contente d'enregistrer cet épisode. Ça fait très longtemps que je me suis pas retrouvée derrière le micro pour enregistrer un épisode de podcast. Même si j'ai posté toujours un épisode par mois, en fait, je les avais tous enregistrés en janvier. Et j'avais bien fait parce que j'avais eu un bon pressentiment en fait. Parce qu'en fait, en janvier, je le savais pas, mais les 3 derniers mois ont été ultra chargés pour moi. Et j'aurais clairement pas pu tourner d'épisode de podcast. Donc franchement, ça m'avait vraiment manqué. C'est vraiment le format que je préfère faire. Donc je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour parler de culpabilité, comme vous l'avez vu dans le titre de l'épisode. C'est un terme qui est omniprésent dans les troubles alimentaires. C'est un terme assez connu pour énormément de gens. Mais je trouve qu'il n'y a pas du tout la même signification dans la vie courante que pour une personne en bonne santé, que dans le cadre des troubles alimentaires, donc pour une personne malade. Donc je vais commencer cet épisode par définir en quelque sorte qu'est-ce que la culpabilité dans les troubles alimentaires. Je le précise parce que moi je me souviens que lorsque j'étais malade, je parlais aux autres de à quel point j'étais mal à cause de cette culpabilité. Et c'est déjà arrivé qu'on me réponde « Ah mais moi c'est pareil, parfois je mange des chips avant de manger, je culpabilise grave ». Pour moi c'est vraiment pas la même chose. Parce que la culpabilité dans les troubles alimentaires, elle est bien souvent permanente en fait. Et d'ailleurs, c'est pas que de la culpabilité liée à l'alimentation. C'est aussi la culpabilité d'être malade, de pas faire assez de sport, de s'être reposé, d'avoir gagné du poids, de pas être assez bien, de pas réussir à guérir, etc. Et lorsqu'elle est liée à l'alimentation, c'est pas juste une culpabilité d'avoir mangé un peu plus que d'habitude, c'est vraiment une culpabilité d'avoir mangé un aliment qu'on considère comme mauvais, c'est une culpabilité d'avoir mangé trop de ceci ou trop de cela, d'avoir mangé plus que son voisin, d'avoir mangé alors que juste avant tu venais de faire une compulsion, etc. Donc c'est vraiment sur plein de sujets aussi malheureusement. Autre point aussi que je voudrais dire dans cette introduction, c'est que la culpabilité, quand on n'a pas de trouble alimentaire, on parvient facilement à la raisonner, à passer à autre chose, c'est pas paralysant. Alors qu'avec un trouble alimentaire, on ne parvient pas à se raisonner. La personne qui culpabilise, elle est même persuadée que la voie de la culpabilité, c'est la bonne, qu'elle est vraiment en tort et que c'est grave. Et d'un autre sens, c'est très souvent que pour autant les personnes malades disent « en réalité, je sais que c'est insensé, mais j'arrive pas à me raisonner ». Donc c'est ultra ambivalent et c'est là toute la difficulté des troubles alimentaires malheureusement. Donc c'est vraiment une culpabilité qui emprisonne. Les sentiments associés à la culpabilité, c'est souvent des sentiments de dégoût, de honte, de désespoir. C'est une sensation d'être dans une impasse, d'être bloqué, de ne pas avoir d'autre choix que de répondre à la maladie pour mettre fin à cette culpabilité. Et avec un trouble alimentaire, lorsqu'on culpabilise, on a la sensation de manquer aussi de volonté. Normalement, le sentiment de culpabilité, c'est fait pour qu'on prenne conscience qu'on a fait une faute, pour prendre conscience que quelque chose est immoral, voire qu'il peut être puni par la loi. Mais dans les troubles alimentaires, c'est vraiment une culpabilité destructrice et malveillante. C'est un véritable poison. Souvent, cette culpabilité, elle entraîne du stress, un enfermement sur soi, donc une diminution de la vie sociale, une mauvaise estime de soi, une baisse de la confiance en soi, etc. Et ça peut, en plus de ça, entraîner des compulsions. Ça, j'en parlerai un peu plus tard. Bref, en réalité, je prends le temps de définir la culpabilité, mais malheureusement, je pense que vous connaissez déjà trop bien tout ça, parce que vous le vivez. C'est surtout intéressant, en vrai, pour les proches, ces explications-là que je viens de donner, pour mieux comprendre la personne malade. Mais voilà, j'avais quand même envie de préciser que c'était pas du tout, selon moi, la culpabilité. Et en fait, c'est même important pour vous qui êtes malade de savoir que la culpabilité que vous ressentez là, elle est vraiment maladive et qu'elle appartient à votre trouble alimentaire. Que c'est pas normal de ressentir ça et que une fois guéri, vous ne ressentirez plus une culpabilité comme ça. Je vais donc, à travers cet épisode, vous parler en fait des causes de cette culpabilité, qui sont vraiment multiples en vrai, et en même temps, je vais vous donner quelques conseils pour diminuer cette culpabilité. Plutôt des pistes sur comment la travailler pour pouvoir lutter contre. En vrai, c'est important de savoir d'où vient cette culpabilité, parce que parfois, on ne parvient même pas à savoir la raison profonde du sentiment de culpabilité. Or, c'est important, je le dis tout le temps, de comprendre l'origine des choses pour pouvoir travailler dessus. Donc, la première cause, c'est pas vraiment une cause en vrai,
C'est les déclencheurs. Le terme déclencheur, il est souvent utilisé dans le cadre des troubles alimentaires. En anglais, ça se dit trigger, donc c'est un terme qu'on utilise vachement aussi sur les réseaux sociaux. Les déclencheurs, c'est surtout ce qui va alimenter la culpabilité. C'est plutôt en fait des outils de la culpabilité plus qu'une cause. Donc quand je parle de déclencheurs, ça peut être la balance, soit culinaire ou le pèse-personne, les montres connectées qui indiquent les calories dépensées, le nombre de pas effectués, les applications qui comptent aussi les calories ou les pas, encore une fois, les étiquettes alimentaires, les réseaux sociaux, etc. En fait, parfois, vous culpabilisez après qu'il se soit passé quelque chose ou après une certaine action. Donc ça peut être après avoir fait un tour sur Instagram, après être monté sur la balance, etc. Il faut vraiment vous questionner quand vous ressentez de la culpabilité. Qu'est-ce qui m'a déclenché ce sentiment? Est-ce que c'est un outil physique? Et si la réponse, elle est oui, il faut vraiment supprimer en fait ces déclencheurs. Par exemple, combien de fois je vous ai dit de jeter la balance? Je sais que c'est un très grand pas, mais vraiment c'est indispensable. La balance, elle vous apporte rien. Et si vous me répondez si, bah moi ça me rassure ou ça me permet de garder le contrôle, je vous assure que ça, c'est des arguments du trouble alimentaire, mais ce sont des leurs. Et ça rassure en fait votre partie trouble alimentaire, donc la partie maladive qui est en vous. Ça répond uniquement en fait à ces exigences et non pas aux exigences de la guérison. Pour ce qui est des réseaux sociaux, vraiment, ne suivez plus les comptes qui vous rendent mal, qui vous font culpabiliser. Je sais que c'est des sujets qui reviennent souvent dans mes podcasts, notamment les réseaux sociaux. Mais en fait, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très présent, je trouve, il y a une grosse communauté troubles alimentaires. Donc oui, les réseaux sociaux, ça peut aider, mais ça peut aussi créer des angoisses. Pour ce qui est des étiquettes alimentaires, bah, ça, c'est difficile aussi, je sais, parce que bah, malheureusement, en fait, c'est une obligation légale de mettre les informations nutritionnelles sur les packagings. Donc, bah, vous n'avez pas d'autre choix que de vous y confronter. Enfin, c'est pas vrai, vous avez le choix de ne pas vous y confronter, mais en tout cas, c'est dur parce que c'est forcément présent sur les produits que vous achetez. Moi, personnellement, ça m'a pris vraiment du temps avant de perdre l'automatisme de ne plus regarder les étiquettes. Et je dis vraiment perdre l'automatisme parce que, ben, en fait, je l'avais tellement fait pendant des années que ne plus le faire me semblait presque bizarre, en fait. Vraiment, mon cerveau avait l'habitude de ça. Et je sais que il y a des personnes qui ont des petits tips. Alors moi, j'ai jamais fait tout ça, mais il y a des personnes qui collent une autre étiquette dessus, une étiquette neutre blanche, pour pas voir les informations. Il y en a d'autres qui barrent au marqueur les informations susceptibles de faire culpabiliser. Bon, ça, pareil, faites gaffe parce que, moi, je me dis que ça pourrait peut-être transpercer et atteindre, toucher les aliments. Il y a une personne qui m'avait dit qu'elle achetait tout en vrac, ou le maximum possible, pour ne pas avoir les informations nutritionnelles affichées, puisqu'elle utilisait des bocaux, etc. Ça, je trouvais ça pas mal comme astuce. Mais bon, c'est vraiment pas les mêmes habitudes alimentaires, ni... Enfin voilà, tu vas pas dans les mêmes magasins, etc. Donc c'est un choix, mais ça peut être une idée. Donc voilà, pour ce qui est des déclencheurs, en tout cas, c'est vraiment les outils des troubles alimentaires, des troubles alimentaires et de la culpabilité. Et donc, c'est vraiment important, si vous en avez encore dans votre vie aujourd'hui, de les supprimer en fait. Je sais que c'est vraiment pas simple, mais je vous assure que, moi, quand je me suis libérée de tout ça, quand j'ai supprimé les applications, quand j'ai supprimé la balance, bon, j'avais pas de montre connectée, mais pareil, quand j'ai défollow des comptes, bah, ça m'a vraiment aidée en fait. Une autre cause de la culpabilité, c'est en fait la vision que vous avez du poids et parfois même de l'IMC. C'est parce qu'en fait, vous avez en tête un poids qui est défini, souvent bien trop faible, ou un IMC. Donc, ça dépend si l'IMC, c'est quelque chose sur lequel vous accordez de l'importance. Et en fait, le fait d'avoir un objectif de poids ou d'IMC, ça va générer de la culpabilité puisque selon ce que vous mangez ou l'activité que vous faites, voire ne faites pas, vous allez culpabiliser par peur de dépasser cet objectif ou alors vous allez culpabiliser parce que justement, vous avez déjà dépassé cet objectif. Sauf que ça fait clairement partie intégrante pour moi de la guérison. C'est d'accepter que vous ne pouvez pas vous-même déterminer votre poids de forme. Le poids de forme, c'est votre corps qui sait lequel est le bon pour vous. Non, le poids, le corps ne sont pas à maîtriser comme nous le fait croire la culture du régime. Le corps, c'est un être vivant. Et comme n'importe quel autre être vivant, mais il sait lui-même ce dont il a besoin et il envoie des signaux afin que vous y répondiez. Aucun être vivant ne fait de régime. Les animaux, il ne faut pas de régime. Sinon, ils n'auraient plus de force pour rester à leur position dans la chaîne alimentaire et ils se feraient capturer facilement par les proies. Enfin, voilà, vous n'avez jamais vu de girafe, de n'importe quel animal faire un régime, en fait. Aucune fleur non plus ne fait de régime, sinon elle fanerait, puis elle mourrait. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel
travailler la notion de poids de forme et d'IMC, le fait de vraiment prendre du recul et d'accepter en fait. Il n'y a pas d'autre choix que l'acceptation. Et accepter, ça ne veut pas dire que vous allez perdre le contrôle et que ça va partir en cacahuète, vraiment pas. Moi, c'est vraiment depuis que j'ai accepté ça que mon poids s'est stabilisé parce que j'étais passée par une phase du coup de compulsion où j'avais repris le poids et enfin, voilà, c'est vraiment depuis le moment où j'ai arrêté ça, où j'ai complètement lâché prise aussi sur les régimes, etc., que mon poids s'est stabilisé. Donc, comme je l'ai dit, pendant longtemps, je n'ai pas su mon poids. Je ne connaissais plus du tout mon poids parce que j'avais abandonné la balance, mais c'était les autres qui me disaient que voilà, j'étais mieux, etc. Puis je le voyais aussi sur les photos, dans le miroir, quoi. Donc vraiment, ça ne veut pas dire que vous allez perdre le contrôle. Et si vous voulez, j'ai fait un épisode complet sur ce sujet, donc sur le poids de forme et l'IMC, qui est l'épisode 24. Je vous laisse l'écouter parce que c'est vraiment une notion cruciale dans les TCA. Je pense qu'on me l'avait souvent dit, hein, que le poids, ça voulait rien dire, que c'est pas toi qui le décide. Enfin, cela dit, je pense qu'on me l'avait pas vraiment dit, hein, que c'était pas toi qui le décidais. Mais en tout cas, même si on me l'avait dit, j'étais peut-être pas prête à l'entendre avant et j'ai pris du temps en tout cas à l'intégrer. Donc, même si vos médecins ou que vous avez déjà lu d'autres contenus qui vous ont déjà dit ça ailleurs, n'hésitez pas quand même à réécouter ou à écouter cet épisode de podcast parce que parfois, le fait de l'entendre encore et encore ou par différentes personnes ou sous différentes formes, ça vous aide à ancrer l'idée en vous en fait. Ensuite, une autre cause de la culpabilité, c'est la comparaison aux autres. Donc souvent, les troubles alimentaires vous amènent à vous replier sur vous-même. Donc peut-être que finalement, vous avez moins d'occasions de vous comparer à ceux qui vous entourent. Mais de ce fait, beaucoup passent énormément de temps sur les réseaux sociaux. Je reparle des réseaux sociaux, j'en ai parlé juste avant, mais vraiment, les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai énormément de personnes qui me disent à quel point c'est compliqué pour eux de gérer les réseaux sociaux. Donc c'est pas que péjoratif, hein, je sais que ça peut aussi vous aider, mais il y a quand même ce problème de la comparaison. Les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, elles manquent tellement de confiance en elles que dès qu'elles vont voir une personne qui montre son corps ou sa routine sportive ou ce qu'elle mange, déjà ça va être un trigger, un déclencheur, et puis elles vont systématiquement se comparer. Ou alors ça va créer en tout cas en elles de la culpabilité parce qu'elles sont pas pareilles, parce qu'elles se voient moins bien, etc. Donc vraiment, pour ce qui est des réseaux sociaux, faites attention. Et même, parfois, ça arrive aussi de se comparer à d'autres personnes qui sont malades. Parce que, comme je disais, je sais qu'il y a une grosse communauté recovery. Le but, normalement, c'est l'entraide. Mais parfois, ça peut être des choses qui vont plus vous angoisser, vous culpabiliser. Donc, vraiment, déjà, utilisez avec parcimonie les réseaux sociaux. Essayez d'être plus dans la vie réelle, plus que sur les réseaux sociaux. Et puis au-delà de ça, vraiment, si vous ressentez de la culpabilité ou si vous ressentez, par exemple, des contenus qui vous triggerent, etc., mais vraiment, il faut défollow ces comptes-là, quoi. Et puis au-delà des réseaux sociaux, même si vous vous renfermez, vous vivez peut-être sous le même toit que votre famille ou des amis, des colocs, etc. Ou peut-être en fait tout simplement les commentaires que vous entendez à l'école, au travail, tout ça, ça peut générer de la comparaison et donc de la culpabilité. Même chose sur ce point de la comparaison, je vous renvoie à mon épisode 36 qui est dédié à ce sujet, où je donne vraiment beaucoup de conseils sur la comparaison, sur comment s'en défaire. Vous allez dire qu'en fait, au final, je n'arrête pas de renvoyer vers d'autres épisodes, mais c'est parce que j'ai déjà traité ces sujets-là de la façon la plus complète possible, donc je risquerai de me répéter. Et c'est aussi parce que malheureusement, la culpabilité, elle est omniprésente dans les troubles alimentaires, comme je le disais en introduction, et donc du coup, c'est un sujet qui est transverse, qu'on retrouve un peu dans toutes les autres problématiques de la maladie. Je voudrais quand même préciser un petit quelque chose sur ça, sur la comparaison, c'est que quand on souffre de troubles alimentaires, dans bien des cas, il s'agit de comparaisons malsaines, de comparaisons qui ne devraient pas avoir lieu en fait. Souvent, on a la sensation que les autres nous observent, nous jugent, et tout ça ne fait qu'augmenter votre angoisse et votre culpabilité. Mais la réalité, c'est que les gens, ils s'occupent pas de vous. Ils ont leur propre vie. Et parfois, ils vous regardent, oui, mais sans vous analyser ou sans vraiment réfléchir à ce que vous êtes en train de manger ou à quoi votre corps ressemble. Et si c'est le cas, ils ont vraiment oublié 2 secondes plus tard. Je dis pas ça pour dire que vous êtes nombriliste, parce que clairement, quand j'étais malade, j'étais aussi persuadée qu'on m'observait et c'était hyper dur pour moi. La vérité, c'est que vous êtes plus mal dans votre peau que nombriliste. Mais bref, je divague. Ce que je voulais dire surtout, c'était que malheureusement, parfois, c'est pas dans votre tête. Peut-être que vous avez vraiment des remarques de proches autour de vous qui vous parlent de régime, de perte de poids, de restriction. Peut-être que c'est pas un conseil qui vous est destiné réellement. D'ailleurs, clairement, je l'espère pas parce que là, ça serait de la malveillance. Mais quand on a un trouble alimentaire, toutes ces discussions qu'on entend sur le sujet des régimes, de la perte de poids, on les ramène souvent à soi. Et donc, il faut bien que vous vous disiez que
Si vos proches, votre famille, vos amis sont coincés dans des régimes, c'est leur problème. C'est pas parce qu'ils le font qu'ils ont raison. C'est pas non plus parce que vous avez vu un tas de gens qui suivent le même régime sur les réseaux qu'ils ont raison. C'est prouvé scientifiquement, vraiment. 99,9% des régimes échouent. Quand vous voyez les avant-après, c'est sur du très court terme. On ne vous montre pas l'évolution sur le long terme. Et surtout, vous voyez pas que l'apparence, le résultat physique. Vous voyez pas tous les dommages psychologiques qui sont causés par la restriction. C'est pas visible en photo, ça. Donc si ces personnes vous donnent la sensation que vous ne faites pas les choses de la bonne façon, je vous le dis, le problème c'est eux, pas vous. Une autre cause de la culpabilité, c'est votre mal-être. En fait, votre culpabilité, elle est décuplée selon comment vous passez votre journée. Et ça, on n'en a pas toujours conscience quand on est malade. Enfin, c'est difficile de prendre le recul. Donc, quand vous êtes pris dans une vague d'anxiété et de culpabilité, je vous invite vraiment à prendre le temps de vous poser 2 petites minutes, de souffler et de prendre votre météo intérieure. Demandez-vous comment vous allez réellement. Comment est-ce que jusque-là, vous passez votre journée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange? Quoi exactement? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'arranger bientôt? Est-ce que vous pouvez changer ça maintenant? Est-ce que vous avez le contrôle dessus en fait? Prendre conscience de ces éléments-là et vraiment faire une pause, un arrêt sur image, c'est hyper important parce que souvent la culpabilité, elle est corrélée avec comment vous vous sentez. Or, c'est pas parce que vous passez une mauvaise journée que vous devez vous en vouloir d'avoir mangé ou de vous être reposé ou d'avoir mangé n'importe quel aliment en fait. C'est pas parce que vous allez mal intérieurement que vous devez vous punir, vous amener encore plus bas psychologiquement. Et parfois, le fait de réaliser qu'en fait, aujourd'hui, juste c'est une journée compliquée, ça peut vous aider à pas être dans la lutte, mais plutôt être dans l'acceptation. Vous pouvez vous dire genre, ok, bon, aujourd'hui je vais pas bien, c'est pour ça que je ressens davantage de culpabilité, c'est un indicateur pour me dire que ça va pas, mais c'est pas un indicateur qui doit m'indiquer que ce que je dois manger ou si j'ai le droit de me reposer, etc. Si la culpabilité, elle augmente quand vous vous sentez mal, que vous êtes disputé, que vous vous en voulez pour quelque chose, que vous voulez vous punir, le réel problème, c'est pas le plat que vous avez mangé ou cet aliment que vous avez pris au goûter. Le réel problème, c'est un mal-être qui est beaucoup plus profond. Et c'est pas en compensant ou en restreignant que ça arrangera le problème. Au contraire, ça continuera de le perpétuer en fait. Une autre cause de la culpabilité, c'est les croyances erronées. J'en parle souvent des croyances erronées dans mes podcasts, mais c'est vraiment parce qu'en fait, elles sont pour moi au cœur de la guérison des troubles alimentaires. Ces croyances, souvent, en fait, c'est des convictions que vous tenez pour vraies, qui sont basées sur une interprétation qui est infondée ou déformée de la réalité. Et le plus frustrant, c'est que même en ayant conscience de leur fondement erroné, vous n'arrivez pas forcément à les rejeter ou à vous persuader du contraire. Ces croyances, souvent, elles se manifestent sous des formes des règles strictes qui sont imposées par cette petite voix que vous avez dans la tête. Elles débutent souvent par des impératifs comme il faut que, je dois, je ne dois pas. Et bien sûr, elles sont d'intensité variable selon les thématiques et dépendent du système de croyances personnelles de chacun. Donc tout le monde n'aura pas les mêmes croyances erronées, bien qu'il y en ait quand même pas mal qui soient identiques. Mais tout le monde n'aura pas la même peur, n'aura pas la même intensité, ouais, c'est ça, pour chaque croyance erronée. Pour vous donner des exemples concrets, ce sera plus simple pour qu'on voit de quoi je parle. Par exemple, des exemples de croyances erronées chez une personne qui souffre de troubles alimentaires, c'est se dire mon corps est beau uniquement s'il est musclé. Je dois absolument bouger tous les jours. Si mes cuisses se touchent, c'est que je suis trop grosse. Ou alors, il faut que je fasse 10 kilos de moins que ma taille. Si je n'ai plus faim après un repas, c'est que j'ai trop mangé. Si je mange des aliments gras, je vais mal reprendre du poids. Les pommes de terre sont trop lourdes et font grossir, il ne faut pas que j'en mange. C'est tout des choses comme ça. Donc, je suis sûre que malheureusement, vous en avez énormément. Ces croyances, elles proviennent de différentes sources. Donc, de l'éducation que vous avez reçue, la famille, les amis, ça peut être un partenaire, la société, malheureusement. Et bien sûr, les mécanismes intrinsèques au trouble alimentaire lui-même. Donc, moi, je vous recommande vraiment de vous demander d'où viennent ces croyances erronées. De réfléchir à ça, c'est important selon moi pour pouvoir les déconstruire parce que souvent on se rend compte qu'en fait c'est des on-dit ou alors c'est une mauvaise interprétation que nous-mêmes on a eue parce qu'on a entendu quelque chose. Peut-être que c'est des choses qui ont été dites dans votre enfance. Enfin voilà, c'est hyper... Enfin, selon moi c'est important en tout cas de savoir l'origine. Après si vous ne le trouvez pas, c'est pas grave. Comme je dis, il y a énormément de croyances erronées qui sont créées elles-mêmes par le trouble alimentaire. Et ensuite c'est vraiment de déconstruire ces croyances erronées. Donc j'en ai déjà parlé plein de fois, mais pour ça, je recommande vraiment les mécanismes des thérapies cognitivo-comportementales
Et le mieux est de le faire avec des diététiciens qui sont spécialisés en troubles alimentaires. C'est hyper important parce que sinon, les diététiciens non spécialisés en TCA, ils vont surtout se concentrer sur la partie nutrition avec un plan alimentaire, etc. Alors que les bons diététiciens qui sont spécialisés en TCA vont travailler avec vous sur la déconstruction de toutes ces croyances erronées autour de l'alimentation et de votre corps et de votre poids. Et c'est important. Enfin, moi, je trouve que c'est plus facile de le faire avec des professionnels qui sont là pour vous guider. Et souvent, comment on fait aussi pour aller à l'encontre de ces croyances erronées, enfin, en tout cas, les déconstruire, c'est la technique de l'action opposée. C'est-à-dire que si votre trouble alimentaire vous dit que vous ne devez pas manger ce beignet parce que pour n'importe quelle croyance qui vous dit, donc parce que ça fait grossir ou quelque chose comme ça, en réponse à ça, en premier, c'est de reconnaître que c'est infondé et de donner des arguments qui vont nourrir la croyance saine. Donc, c'est-à-dire, j'ai le droit de me faire plaisir, j'ai le droit de manger ce beignet. Un beignet, ce n'est pas que du gras, c'est aussi de l'énergie. Et dans tous les cas, le gras, on en a besoin aussi. Enfin, en fait, il y a plein d'arguments raisonnés qui peuvent être donnés. Et ça dépend aussi de vous, qu'est-ce qui vous convient, etc. C'est pas toujours évident de trouver des arguments raisonnés, d'où l'importance en fait d'être accompagné par des professionnels de santé qui pourront vous guider sur ça. Et ensuite, je sais que c'est très compliqué, mais c'est de manger ce beignet et de le manger plusieurs fois sans compenser, sans se restreindre, etc. Je sais que c'est super dur, mais je le dis parce que voilà, c'est un travail hyper important à faire de déconstruire ces croyances erronées. J'ai essayé multiples fois et ça n'a pas marché. Et à la fin, ça finit par marcher. D'ailleurs, quand je reprenais du poids, que je regagnais de l'énergie, etc. Je vous le dis parce que parfois, quand je dis des choses comme ça peut peut-être vous faire stresser en vous disant «Oh, mais moi, j'arrive pas à ça. Mais moi non plus, j'ai pas réussi du tout de suite. Pendant des mois, des années, je n'y arrivais pas. Et pour moi, ça me semblait insurmontable. Et même, j'avais l'impression qu'il y avait énormément de choses, de croyances erronées que j'avais à travailler. Mais je vous assure que vous allez y arriver. Il faut que vous y croyiez. Il faut aussi garder en tête que la culpabilité, c'est vraiment quelque chose que on vous a appris. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez désapprendre. C'est important de vous rappeler que quand vous êtes arrivé au monde, quand vous étiez bébé, que vous aviez en tout cas moins de 2 ans, vous culpabilisiez pas. Parce que personne vous embêtait avec ça, vous étiez un bébé. Malheureusement, ça démarre très vite maintenant. Et donc, parfois, dès 2 ans, on intègre des croyances autour de ça. Mais vous saviez très bien rejeter le biberon quand vous étiez à satiété et crier pour l'avoir quand vous aviez faim. Donc, c'est un comportement qui est acquis. Et donc, vous allez pouvoir désapprendre cette culpabilité et pour retrouver la raison. Bon, c'est un peu flou. À chaque fois que je parle de croyances erronées, j'ai l'impression que c'est un peu flou. J'ai l'impression aussi que je me répète tout le temps. J'espère que vous avez compris quand même. Mais voilà, c'est important de comprendre que, en tout cas, la culpabilité, elle trouve énormément sa source sur les croyances erronées qu'on a. Et d'ailleurs, vous pouvez faire la liste de toutes vos croyances erronées. C'est intéressant aussi de faire cette liste-là. Souvent, elle est très longue. Enfin, moi, je me rappelle qu'elle était immense. C'est important d'en avoir conscience déjà et ensuite vraiment de les travailler, comme je vous dis, avec des professionnels de santé. Ensuite, qu'est-ce qui augmente et alimente la culpabilité ? C'est évidemment la restriction. Parce que au plus vous vous restreignez, au moins votre cerveau est alimenté, au moins il peut raisonner convenablement, au plus il crée des peurs infondées pour vous faire culpabiliser, et au moins vous avez d'énergie mentale pour lutter contre, etc. etc. C'est un cercle vicieux. Un autre cercle vicieux que beaucoup connaissent malheureusement et qui est du coup lié à la restriction, c'est celui justement de la restriction-compulsion. Vous vous restreignez, ce qui nourrit une compulsion. La compulsion entraîne de la culpabilité, ce qui vous pousse à vous restreindre. Or, c'est cette restriction qui crée la compulsion, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a une étude qui a été faite qui a demandé aux participants de déterminer si un gâteau au chocolat leur procurait de la culpabilité ou de la joie. Ceux qui associaient le gâteau à de la culpabilité, ils étaient beaucoup plus susceptibles de trop en manger, et ils déclaraient ressentir une perte de contrôle en le mangeant. Donc voilà, je ne vais pas vous donner le conseil de arrêter de vous restreindre parce que je sais que c'est bien plus dur à faire qu'à dire, je suis passée par là. Mais ce que vous pouvez quand même retenir de ça, c'est qu'au moins il y aura de restrictions, au moins il y aura de culpabilité. Ça prouve bien que cette culpabilité, elle est créée par votre trouble alimentaire et qu'elle n'a aucune raison logique d'exister autrement. La culpabilité, c'est un sentiment de votre trouble alimentaire, mais ça ne dit en rien la vérité, ni ne reflète en rien la réalité. Au moins, il y aura de restrictions, au plus vous retrouverez votre capacité à raisonner, en fait. Et au plus, votre vous authentique comprendra que ce gâteau que vous avez mangé, c'est complètement acceptable de le manger, que vous n'avez pas à vous sentir coupable pour ça. Manger des cookies, ça fait partie de la vie, en fait. Une autre cause de la culpabilité, c'est le perfectionnisme que vous vous imposez. C'est parce que vous vous en demandez trop que vous culpabilisez. Si j'arrive à trouver le temps un jour, j'essaierai de faire un épisode de podcast sur le perfectionnisme. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire dès maintenant, c'est qu'il faut accepter qu'une alimentation parfaite, ça n'existe pas.
Il n'y a pas une seule bonne façon de s'alimenter. L'idée de manger parfaitement, c'est clairement créé par la culture du régime. Et si vous essayez d'ailleurs d'appliquer à la lettre toutes les recommandations de cette culture du régime, vous allez vous déconnecter de vos signaux naturels de votre corps et c'est comme ça que naît la culpabilité comme on a vu juste avant. La nourriture, elle est censée vous apporter du plaisir à chaque repas. Oui, la nourriture, c'est de l'énergie, mais c'est aussi une façon de prendre soin de vous. Et ça aussi, pour moi, c'est important de l'intégrer pour la guérison. Parce que ce qu'apprend la société, c'est que se faire plaisir, c'est une faute, ou c'est un manque de volonté, ou alors ça doit vraiment rester occasionnel. Mais pourtant, c'est n'importe quoi en fait. Enfin, moi, je me fais plaisir à chacun de mes repas. Ça veut dire que je mange des cookies à chacun de mes repas, mais c'est vraiment hyper important cette notion de plaisir. Mais je sais que la notion de plaisir est une notion qui est difficile quand on souffre de troubles alimentaires. Et ça ne s'arrête pas que à l'alimentation. D'ailleurs, demandez-vous, est-ce que vous arrivez à vous faire plaisir aujourd'hui dans votre vie, au-delà de l'alimentation? Donc voilà, il y a pas mal de causes à la culpabilité. Il y en a certainement plein d'autres, mais c'est un peu les grandes causes que j'ai trouvées, en tout cas auxquelles j'ai pensé là pour cet épisode de podcast. Mais j'avais envie de vous parler de deux autres sujets un peu liés à la culpabilité, en tout cas qu'on m'a posé comme question autour de la culpabilité. Par exemple, on m'a déjà dit, il existe l'outil de la pleine conscience pour lutter contre la culpabilité, qu'est-ce que t'en penses? Alors, la pleine conscience durant le repas, perso, moi, ça m'a jamais aidé lorsque j'étais en pleine guérison. Après, évidemment, ça dépend de chaque personne et surtout de là où vous en êtes dans votre guérison. Pendant longtemps, en tout cas pour moi, j'avais plus de sensation de faim et de satiété qui était fiable. C'était faussé par la digestion de mon corps, qui tournait encore au ralenti. Donc, du coup, j'arrivais très vite à satiété, mais en fait, c'était une fausse satiété. C'était surtout physique. C'était physiquement, comme ma digestion était ralentie, mon bol intestinal était plus vite rempli, mais j'avais pas répondu aux besoins énergétiques de mon corps. Et puis, c'était aussi faussé par les peurs de mon trouble alimentaire. Donc, je pouvais pas me baser sur ça pour guider mes repas. Et donc, être en pleine conscience, c'était compliqué. Et je dirais même qu'au contraire, moi, au début, j'ai vraiment eu besoin de manger en regardant une série. Pour aider, en fait, mon esprit à focus sur d'autres choses que sur les pensées culpabilisantes de mon trouble alimentaire qui tourbillonnaient dans ma tête. Et la pleine conscience post-repas, le post-repas, souvent, c'est le moment où tu as envie de tout calculer, de ruminer, de ressasser ton repas. Pour moi, c'est pas non plus le bon moment pour pratiquer de la pleine conscience avec tes ressentis parce que la tempête interne, elle est déjà intense. Donc pour moi, si je donnais de l'attention à ces émotions négatives en les ressassant, en fait, j'ai alimenté la culpabilité parce que j'ai indiqué à mon cerveau que cette culpabilité, il fallait lui donner de l'importance. Donc c'est pour ça que moi, après le repas, je conseille d'utiliser aussi des distractions. Mais encore une fois, c'est mon vécu et je dis bien, ça dépend de où vous en êtes dans votre parcours de guérison. Par contre, en dehors des repas et post-repas, je pense que la pleine conscience, la méditation, c'est vraiment des bonnes techniques à pratiquer pour vous aider à calmer votre esprit, vous entraîner en fait à vous reconnecter à vous-même. Ce sont des choses très importantes aussi dans la guérison des troubles alimentaires. Pour moi, c'est pas les meilleurs moments de les appliquer au moment où la tempête elle est déjà déchaînée. Mais encore une fois, c'est que mon avis et c'est fort probable que des témoignages me fassent nuancer mes propos. Et aussi, on m'a demandé, enfin, on m'a plutôt dit que apparemment, une fois guérie, la culpabilité, elle reste quand même. En fait, c'est un peu comme quand j'entends on ne peut jamais vraiment en sortir. Il y a toujours une fragilité. Ça aussi, on l'entend souvent. Ça dépend du point de vue de chacun. Quand j'étais en quasi-guérison et dans les premiers mois après la guérison, enfin au moment où vraiment j'allais totalement mieux, je disais aussi ça. Mais aujourd'hui, après plusieurs années où je suis sortie des TCA, je peux vous le dire, on peut se sortir totalement de cette maladie et la culpabilité ne reste pas. Ou du moins, ça n'a plus rien à voir avec la culpabilité toxique que j'ai décrit au tout début de l'épisode. J'allais presque dire en vrai que maintenant, c'est une culpabilité normalisée, entre guillemets, mais ça prouve bien à quel point la culture du régime nous enseigne que la culpabilité est quelque chose de normal. Mais pour vous donner des exemples concrets, voilà comment ça se passe quand il m'arrive encore de culpabiliser. Souvent, c'est dans un contexte de vacances ou de fêtes, où j'ai enchaîné plusieurs repas qui étaient, on va dire, moins équilibrés, où il y avait pas mal de collations récurrentes, etc. dans la journée. Et là, oui, ça peut même arriver d'avoir la pensée furtive de « Oh là là, on a peut-être trop mangé ». Quand j'avais mal au ventre ou quoi. Mais c'est vraiment furtif. Et j'insiste sur ça, c'est que ça restait quelques secondes dans ma tête et après je passe à autre chose. C'est pas quelque chose qui va me paralyser, c'est vraiment une once de culpabilité et puis c'est pas pour ça que je vais me restreindre ou que je vais compenser avec l'activité physique. Et c'est là, je pense qu'on peut parler de vraie guérison pour moi, c'est quand ça impacte plus la vie ni la santé de la personne en fait. C'est juste une pensée furtive à laquelle on ne donne pas de poids.
Après, comme je dis dans mon roman autobiographique, l'anorexie, mon bouclier mortel, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Peut-être que la vie me prouvera le contraire. J'espère pas, parce que j'ai travaillé en profondeur sur les causes de mon trouble alimentaire, mais voilà, j'ai pas 95 ans, je suis pas sur mon lit de mort à vous dire ma vie entière a été sans trouble alimentaire après la guérison. Mais voilà, c'est mon point de vue. Si vous voulez, j'ai fait aussi 2 épisodes de podcast sur la vie après les troubles alimentaires, qui sont les épisodes 34 et 35. Pour conclure, la culpabilité, ça prend vraiment du temps à partir. Ça part pas du jour au lendemain, c'est pas linéaire, ça c'est des choses aussi que je dis souvent. C'est possible qu'à certains moments, elles reviennent de plus belle, mais c'est normal, ça fait vraiment partie du process. Et par contre, elle ne part pas juste en patientant ou juste avec le temps. Ça demande un travail sur les différents points que j'ai abordés là dans cet épisode, donc comme déconstruire ses croyances erronées, travailler sur la notion d'acceptation du poids de forme, travailler sur son acceptation corporelle du coup, éviter les déclencheurs, travailler évidemment sur la dimension psychologique du TCA. Et en parallèle de ce travail, évidemment, c'est indispensable de manger, d'augmenter son apport énergétique et de retrouver le poids de forme dans lequel votre corps se sent bien. Parce que sans manger ces aliments qui vous font peur et sans répéter la confrontation à ces aliments, ça sera impossible d'indiquer à votre cerveau qu'il s'agit d'aliments safe, qu'il n'y a pas de quoi en avoir peur. Et sans réaugmenter votre apport, vous n'aurez pas suffisamment assez d'énergie pour vous aider à mieux raisonner et à faire tout ce travail de déconstruction. Voilà, j'ai l'impression que j'ai été encore trop vite. Je sais que je parle trop vite. J'essaye de faire attention parfois, d'en prendre conscience et de me dire essaye de parler plus doucement. Dans la vie réelle, de base, je parle très vite. Mais voilà, j'espère quand même que ce contenu vous a aidé. J'avais vraiment envie, en fait, en tout cas, j'avais eu l'idée il y a quelques temps de faire un contenu sur la culpabilité parce que malheureusement, c'est central dans les troubles alimentaires. Mais il y a tellement de choses à dire et c'est tellement transverse à un tas d'autres sujets dans les troubles alimentaires que en fait, j'ai l'impression d'avoir dit énormément d'infos et peut-être ça manquait de clarté. Mais bon, j'espère quand même que ça vous a aidé. J'espère qu'en juillet, j'aurai le temps de vous faire un épisode de podcast. Non pas que j'ai une vie à 1000 à l'heure aujourd'hui, mais j'ai repris, comme je vous l'avais dit depuis quelques mois, mes activités de freelance à côté. Et donc du coup, j'ai beaucoup moins de temps pour No Rain No Flower parce que j'ai mon vrai travail à côté, quoi. Je suis en train de chercher en parallèle ma liste d'idées sur les podcasts pour vous dire un peu ce que j'avais pensé ce à quoi j'avais pensé parler. J'avais pensé vous faire un épisode de podcast sur les réseaux sociaux, sur est-ce que c'est bien dans le cadre des troubles alimentaires, peut-être donner des conseils d'utilisation, les vices auxquels à faire attention, etc. J'avais pensé peut-être, mais ça c'est compliqué en fait à faire comme épisode, à faire un épisode sur les traumatismes et le lien avec les troubles alimentaires. Donc ça c'est très touchy comme épisode, donc dites-moi en vrai si vous pensez que ce serait peut-être trop touchy et peut-être trigger pour certaines personnes. Bon, après, évidemment, les personnes qui verront le titre ne l'écouteront pas si elles pensent que ça les impacteront. J'avais pensé aussi faire un épisode sur le burn-out de la guérison. Enfin voilà, j'ai encore quelques idées d'épisodes de podcast, mais j'ai l'impression que j'ai déjà traité des grands sujets, on va dire. Donc n'hésitez pas vraiment à me partager en fait si vous avez des épisodes de podcast, même si c'est des podcasts où vous pensez que c'est des épisodes courts, ça peut être sympa aussi de faire des épisodes courts. Peut-être que j'aurai plus le temps aussi de le faire. Mais en tout cas, c'est toujours avec un grand plaisir que je le fais, donc n'hésitez pas soit à me partager vos idées sur Instagram ou via le mail, donc hello@norainnoflower.com. Et puis voilà, je suis à la fin de cet épisode. N'hésitez pas, si ce n'est pas fait, à me mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. Et puis, on se retrouve la prochaine fois, où ce sera cet été. Et d'ailleurs, en parlant de l'été qui est déjà là, en fait, même si le temps n'est pas incroyable, j'avais fait un épisode il y a 2 ans, il me semble, oui, c'était il y a 2 ans. C'était l'épisode 10 sur concilier vacances d'été avec guérison de votre trouble alimentaire, où je donne pas mal de conseils sur la saisonnalité de l'été et des troubles alimentaires. Donc n'hésitez pas à le réécouter si vous avez envie d'avoir des petits conseils sur ce sujet. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.